Bonjour à tous. Voilà, je suis Zénon Roger de l'IFU et je suis enseignant au lycée d'Ikoukéoué. Et je m'intéresse aux églises, et particulièrement à l'IFU. Alors le sujet de ma thèse de l'alliance établie avec les premiers missionnaires, les catholiques et les protestants, et jusqu'à cette tradition qui est, à mon sens, menacée par les nouvelles églises. C'est Bernard Rigaud qui est mon directeur de thèse. Alors, le Pacifique a été évangélisé au XIXe siècle et le premier missionnaire de la LMS, Société missionnaire de Londres, qui est arrivé à l'IFU, c'est un Rarotongien du nom de Fao, qui est arrivé à l'IFU de Marais. Marais a été évangélisé, la LMS qui est arrivée à Marais en 1841 et 1842 à l'IFU. Et Fao a été accueilli dans le Dixie de Lucie, chefferie de Boulaye Vanès. Mais quand le christianisme est arrivé, les gens de l'IFU n'ont pas accepté d'emblée le christianisme. Ils ont d'abord résisté. Pourquoi résister? Parce qu'avec l'émergence du christianisme, c'est toutes les cultures et croyances anciennes qui ont été diabolisées. C'est mal, c'est péché. Et donc les gens de l'IFU, comme Marais, comme dans le Pacifique, ils ont d'abord résisté. Juste un exemple de résistance à l'IFU, quand il fallait créer des endroits pour installer des églises, les gens donnaient des endroits tabous pour vérifier si ce Dieu, nouveau Dieu, est un Dieu puissant. Voilà comment les gens résistaient. Résistaient aussi par les mots. Le mot Dieu, qui n'existe pas dans la langue du Hou, il faut bien traduire par quelque chose de la culture. Et donc, on utilisait encore les mots du Hou, le Hazé par exemple, qu'on va voir par la suite. En tout cas, après avoir résisté, ils ont massivement adhéré à cette nouvelle religion. Et ils ont adhéré à cette nouvelle religion à tel point que, pour beaucoup de l'IFU aujourd'hui, la religion, elle fait partie, a toujours été partie intégrante de la culture. Voilà, je ne sais plus où j'en suis. Après avoir résisté, ils ont accepté, et d'où ce principe de une chefferie, une coutume et une religion. À l'IFU, on entend beaucoup dans les discours, le socle, le fondement de la société, c'est une religion, une coutume. Mais ce consensus entre la coutume, entre la religion, va être perturbé par l'arrivée de nouvelles églises. Et c'est ce nouveau défi, parce que les nouvelles églises vont remettre en cause ce consensus. Et non seulement on va remettre en cause, mais cette articulation entre coutume et religion va être remise en cause. Mon terrain de recherche, c'est l'IFU. Je suis du sud de l'île, district de Lucie. Mais mon enquête se fait sur les 3 districts parce qu'il y a pas seulement des relations de famille, de clan, mais aussi de religion. La religion, le protestantisme est arrivé au sud, district de Lucie, et les gens de la chefferie de Ouet viendra chercher aussi ce protestantisme. Du fait, on a l'IFU qui est beaucoup plus protestant. L'Église catholique est aussi présente, mais peu de tribus sont catholiques. Alors, le contexte de cette recherche, depuis les années 2000, on voit apparaître les premières maisons, on va appeler églises de maisons, une communauté pentecôtiste qui vont apparaître à l'IFU. Et ces églises-là vont s'installer à l'IFU par le biais des gens de l'IFU, qui sont des membres d'églises pentecôtistes ici à Nouméa. C'est par leur biais que ces églises-là vont s'installer à l'IFU. Depuis toujours, la religion a toujours été indissociable de la coutume. Elle a toujours été enracinée dans la culture. Et là, on a des églises de maison qui s'installent. Il y a des églises de maison qui se séparent de ces églises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Et surtout, quelle perception
les gens de Lifou vont avoir de ces nouvelles églises. Par exemple, ici, cette vision, les gens de Lifou vont voir ces nouvelles églises comme une rébellion contre l'église traditionnelle historique, ça veut dire l'église protestante et l'église catholique. Mais aussi, ça va être une rébellion contre la chefferie. Et puis, les oppositions vont être très fermes. Par exemple, ici, la tribu de Dozim, la chefferie de Dozim, elle va être intransigeante par rapport aux gens de ces tribus-là, qui sont des adeptes de la nouvelle religion. Ils vont leur donner un ultimatum, soit de réintégrer l'église historique, soit de quitter Lifou. Et beaucoup de personnes ont quitté Lifou pour leur croyance. Quelques coutumes de Lifou. Beaucoup de chercheurs ont travaillé sur les coutumes de Lifou et beaucoup d'Européens ont réfléchi sur le sujet, ont écrit sur le sujet. Et parmi ceux qui ont écrit sur ce sujet, on va dire les plus anciens qui ont écrit sur ce sujet, ici Samuel McFarlane, c'est le premier missionnaire de la LMS qui va créer l'école de Béthanie, l'école théologique de Béthanie. Et du coup, dans son champ de mission, il va observer les gens de Lifou, la vie quotidienne des gens de Lifou, leurs croyances, les coutumes, etc. Il va écrire un livre qui va être publié en 1973, qui s'intitule The Story of Lifou Mission, Histoire de la mission de Lifou, qui va parler des coutumes et des religions, des coutumes et des croyances des gens de Lifou. Comment s'appelle le dernier couple de la mission de la LMS qui va être à Lifou, c'est le couple Hadfield, et dans la femme était Emma Hadfield, et elle aussi, elle est anthropologue. Elle aussi, elle va étudier les coutumes de Lifou. Elle ne va pas seulement collecter tout ce qui est tressage, collecter les histoires. Elle va observer les croyances et elle va aller discuter avec les grands-mères. Elle va voir les croyances des gens de Lifou. Et du coup, quelle est la vision des gens de Lifou, leur croyance, leur pratique qui va modeler leur quotidien. Ce qui apparaît beaucoup dans ces livres, et c'est beaucoup, par exemple, des coutumes anciennes de Lifou. Ils vont parler beaucoup de la coutume des guerres, parce que la chefferie d'El-Ossi organisait souvent des guerres contre la chefferie de Oued. L'objectif, on est là, on va les raser les plus forts. Et du coup, ça fait partie quelles observations les Européens ont de ces guerres, quel rapport aux ancêtres, quel rapport aux objets sacrés. Mais ça, ce sont des coutumes qui sont des coutumes anciennes qui n'existent pas. Il y a des coutumes nouvelles, enfin pas des coutumes nouvelles, mais qui perdurent. Par exemple, le mariage, par exemple, le deuil, par exemple, ce sont là des coutumes, au deuil, au mariage ou les fêtes de l'igname. Mais pourquoi je vous parle de coutumes? Parce que qu'est-ce que ça veut dire faire la coutume? Faire la coutume, ça veut dire montrer son identité. Je suis de telle chefferie, je suis de tel clan, j'appartiens à, et mon ancêtre est. C'est ça faire la coutume. Des religions anciennes aussi, avant l'arrivée des missionnaires, les fous avaient ses croyances, aux ancêtres, on parle des ancêtres, on parle des hazés, mais le terme hazé, c'est un terme difficile à traduire, mais pour les gens de Lifou, les hazés, qu'on appelle des esprits ou des divinités, sont des êtres mythiques, atemporels, qui ont été là avant le peuplement de l'île par les êtres humains. Donc ces êtres qu'on appelle des hazés sont à l'origine des histoires de clans, sont à l'origine des créations de chefferies, etc. Voilà comment les gens de Lifou définissent ce que c'est qu'un hazé. Ce sont des histoires de clans, etc. Et puis, un autre point des croyances des gens de Lifou, c'est la mort. La mort, pour les gens de Lifou, n'est jamais perçue comme une fin en soi.
il est depuis longtemps admis par les gens de l'Ifou que la mort, c'est juste une autre étape de la vie. Ça veut dire que les défunts vivent dans un autre monde. En tout cas, ce monde-là, il est proche des vivants. Parce qu'il y a toujours une communication entre les morts et les vivants. Et les communications se font au travers des rêves, etc. Donc la mort, pour les Lifou, c'est simplement un changement de monde. Le défunt, il est juste dans un autre monde. Et en parlant des morts des ancêtres, les ancêtres sont simplement des morts qui sont là. Et non seulement ils sont là, mais ils veillent sur les... Ils ont été à l'origine des clans, donc ils veillent sur les clans. Avant l'arrivée des missionnaires, l'Ifou, c'est un peu... Les tribus de l'Ifou, c'est un peu au pied des falaises. Et du coup, les morts ne sont jamais enterrés. On posait juste les morts sur les falaises, parce que c'est dans ce... L'ancêtre veille sur le clan, l'ancêtre veille sur la terre. Et souvent, quand il y a des conflits pour une terre, quand il y a des conflits, on dit souvent des mots, la terre, elle est vivante. Ça veut dire que l'ancêtre qui est là, l'ancêtre qui a commencé le clan, il est là, et il est vivant, et il voit. Et il punit et il corrige celui qui est à l'origine des conflits. D'où cette expression, la terre est vivante. On entend souvent ça quand il y a des conflits à l'Ifou. Alors, ensuite, il y a les églises traditionnelles, arrivent les missionnaires, et la première mission, la première préoccupation des missionnaires a été de rassembler les gens de l'Ifou autour d'une église. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'aller évangéliser les groupuscules de personnes éparpillées, ça et là, par exemple ici dans le district de l'Océan. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont créé des églises, ramené toutes les personnes, les mettre autour de l'église, et puis, pour deux objectifs essentiellement, les évangéliser, et puis surtout, contrôler les gens qu'ils évangélisent. On était enfants, on entendait souvent ma mère dire c'était interdit d'aller se baigner à la mer, le dimanche après-midi. Et jusque dans les années 80, même faire du foot, le dimanche après-midi, c'était interdit. Faire du sport, c'était interdit. Alors je pensais que c'était quelle ferveur de la foi des gens de l'Ifou. Mais non. C'était, on a mis les gens là, on veut les évangéliser, mais on veut en contrôler ces gens qu'on évangélise. Et dès le début de cette mission, l'autorité du grand chef a été d'une grande utilité pour les missionnaires. Il y a une pratique récurrente chez les protestantistes, c'est les codes de loi. Il y a le code de loi Pomare à Tahiti, il y a le code de loi Naïséline Marais, et en 59, le code de loi Boula à l'Ifou, directement inspiré de ce code de loi de Naïséline. Alors, quel est l'objectif de ces codes de loi? En instaurant les codes de loi, les missionnaires non seulement légitimaient ce pouvoir, le pouvoir des chefs. Je vais juste une petite parenthèse, parce que dans les écrits, on entend souvent, quand Pharaon est arrivé à Mou, il a prononcé cette phrase. Il a dit « Je suis venu revêtir le chef ». C'était dit comme ça dans les écrits. Et on comprend mieux avec ce code de loi. Les missionnaires légitimaient le pouvoir des chefs, mais en même temps, ils imposaient le protestantisme comme religion officielle associée à ce pouvoir des chefs. Et ce code de loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là en train d'imposer aux gens de l'Ifou non seulement une nouvelle croyance, mais une soumission politique au chef, pour représenter le chef. Alors, Monsieur Zénon, oui. Il va falloir conclure parce que on voit 10 minutes, on en est à 15. Okay. Et après, on a une visio derrière avec quelqu'un qui est au Vietnam. Donc voilà, je vous en prie, concluez. Bon, prenez une minute. Ok, d'accord. Je vais juste finir avec ça. Le code de loi,
Alors pourquoi ces codes de loi? On a dit que c'était pour légitimer le pouvoir du chef et puis en même temps une soumission politique des gens de l'IFU. Alors ils vont appliquer des sanctions. Et les sanctions, ils vont être très sévères. Parce que l'objectif des sanctions, c'est de marquer la conscience des gens de l'IFU. Et souvent, cette sanction, ça part de la bastonnade. On est à la plage, on se fait bastonner, mais ça va jusqu'à l'exil dans les îlots à quelques encablures de l'IFU. Voilà, je voudrais m'arrêter ici, désolé. Merci de votre écoute. On est Merci. Donc, quelques questions, puisque on a notre candidate qui est donc déjà dans la salle d'attente du Teams. Donc, voilà. Mais il y a le temps quand même pour quelques questions. Questions courtes, réponses rapides. Merci. Oui, vas-y. Allez, parole au jury. Merci beaucoup, Zeno, pour ton exposé. Je me permets de te tutoyer. On a collaboré ensemble dans le cadre du CAPES dans le Canac Géo. Donc là, j'ai eu l'impression d'un exposé un peu anthropo, socio-historique, absolument passionnant. Mais du coup, je m'interroge sur le travail de thèse, sachant que tu es en 4e année. Est-ce que tu peux vite dire rapidement en quoi ça a consisté? Est-ce que c'est essentiellement un travail d'archives? Est-ce que c'est principalement des entretiens, etc. Sachant que par ailleurs tu travailles à Nouméa, donc comment se passe le travail de terrain concrètement, au sens justement attendu d'une recherche en anthropologie? Oui, ben ma recherche, c'est sur l'IFU. Hein. Je fais des enquêtes sur l'IFU. Je vois vraiment l'évolution de la société de l'IFU. C'était l'objectif de ma thèse. C'est de voir cette évolution de la société de l'IFU. Et en même temps, les données d'archives, parce que je vais voir un peu ce qui a été fait par la LMS, etc. Tout ce qui est donné à LMS. Donc, je comprends un peu, je lis. Mais c'est surtout le travail de l'IFU. Et j'ai vu cette société évoluer. Je suis né à l'IFU. Et depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, je vois les changements dans l'IFU. Je vois l'arrivée de nouvelles églises, je vois comment elles se transforment, comment la société se transforme. Je suis vraiment dans l'analyse de la société de l'IFU. Et c'est dommage parce qu'on n'est pas allé plus loin sur les nouvelles églises. C'est intéressant de voir que c'est carrément un changement de tout. Un changement d'identité, un changement d'eux qui menace. Mon objectif, c'était de voir, avec les nouvelles églises, il y a une menace ici des traditions qui vont disparaître. Parce que les gens sont de plus en plus vers des nouvelles valeurs. Mais je suis sur le terrain de l'IFU. Ouais. C'est surtout exactement à regarder. Et l'avantage d'être chercheur à l'IFU, et c'est ce lien de famille et de clan, donc c'est facile d'aller voir des personnes. Donc je parlais des 3 districts, mais c'est très facile parce qu'on a des liens de famille, des liens de clan. Et donc ça facilite les discussions, etc. D'accord. Par rapport à la situation actuelle qui a été évoquée tout à l'heure, la question posée à Mathilde, est-ce que tu as déjà des éléments de compréhension des incendies des églises qui choquent tout le monde, y compris les gens qui ne pratiquent pas de religion? Et j'imagine qu'ils doivent, ces incendies, être aussi relever d'une incompréhension pour de nombreuses sociétés océaniennes dans le Pacifique, qui sont extrêmement attachées aux religions, je mets au pluriel. Juste un avis personnel, on a parlé de l'incendie de l'église, mais il y a quelques jours, il y a eu l'incendie de la case de la chefferie de Roth. Pour moi, si c'était un délinquant qui a fait, je dirais, il n'a rien compris de la culture. Mais si c'est quelqu'un de la culture qui a fait, je dis là, on a démoli toute la culture. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est le cœur de la culture de la case. Étant donné comme l'Église. L'Église a toujours cru qu'il y a c'est indissociable. L'Église était indissociable de la culture. Et là, on est là à détruire. Et l'Église et la case. Il y a quelque temps, j'ai entendu quelqu'un dire, ça ce sont nos ancêtres qui ont fait, maintenant qu'est-ce qu'on fait de nouveau? Alors, il y a quand même des milliers d'années là pour arriver jusque-là. Et cette destruction d'église ou de case,
je sais pas. En tout cas, par exemple, pour le web, là, je demande aux imposants de web les réponses à ça. Et eux aussi, ils sont abasourdis, ils ne savent pas. Est-ce que... Aussi, ça, pour l'instant, c'est trop... Il n'y a pas de réponse. Donc, une question. Oui. Oui, bonjour messieurs. Alors, moi je me présente, Edouard Katrawa, ancien conseiller municipal de l'IFO, 95-2002, ancien délégué syndical de l'USOANC à l'usine de Valais. J'étais beaucoup impliqué dans les mouvements associatifs à l'IFO, l'économie, le tourisme, etc. Ma question, elle va un peu dans le sens, comme disaient les gens tout à l'heure, puisque la coutume et la religion vont ensemble. Les petits jeunes, enfin, parce qu'on parle des événements d'aujourd'hui, est-ce qu'ils se sentent encore protégés par la coutume et la religion, ou ils se sentent exclus? Parce qu'entre le modernisme et la tradition, on sent quand même qu'il y a une dualité. Il y a quand même les 3000 qui sont, on a vu ça dans le Nouméa, et les 10 000 dans l'agglomération. Est-ce que tu peux me donner une réponse par rapport à ça? En tout cas, l'observation qu'on peut faire sur nos jeunes, même au niveau de l'autorité de l'Église traditionnelle, je vais déjà dire que l'Église traditionnelle perd beaucoup de l'influence actuellement. L'enseignement de la coutume chez les jeunes, c'est compliqué. À mon sens, c'est compliqué. Je ne suis pas négatif par rapport à notre jeunesse, mais je dis juste que ça évolue vite. Ça évolue très vite. Et par exemple l'Église, en tout cas à mon sens, l'Église traditionnelle aura du mal à être en phase avec la modernité. Avec toute cette jeunesse-là qui est là, il aura du mal avec. Je ne sais pas comment l'Église traditionnelle va aider, je ne sais pas comment la coutume. Pourquoi je parle de coutume? Parce que quand on regarde 2 générations ou 3 générations avant nous, il y avait des gens de la coutume qui parlaient. On avait une crainte, il y avait une influence forte qu'on sentait. Là, pour moi, l'IFO, c'est très léger. Et au niveau de l'Église traditionnelle, et au niveau de nos coutumes. Alors, comment reprendre nos jeunes? Pour moi, c'est compliqué. Ok, merci pour cette intervention. Eddy, 1 minute. 1 minute. Monsieur William, 1 minute la réponse, d'accord? Après, okay. Autrement, on va être impoli par rapport à celle qui attend déjà depuis 20 minutes. Simplement de poser la question en disant est-ce que le rapport à la règle, puisqu'il y a eu de règles qui parlent de code de loi, le rapport à la règle s'est déplacé? Alors, on a toujours cru aussi pour les règles que c'était nous qui avons inventé les règles. Ce sont des règles des missionnaires. Et ça nous a vraiment, ça a façonné notre façon de penser. Vous voyez des personnes qui croient par exemple que nos chefferies, c'est Dieu qui a donné. Et c'est là qu'on voit qu'on a été, dans notre esprit, façonné par les missionnaires. Et rapport à la règle, quand on était, plus maintenant ça change, mais avant quand on était à l'école, on n'a même pas le droit de mentir, même en classe. Même pas mentir, mais juste de dire mon camarade est absent alors qu'on n'est pas sûr. Mais c'est terrible. Je ne sais pas si je réponds à ce rapport à la règle, mais c'était très strict.